Simon Nogueira, c'est une star de TikTok et son truc à lui, c'est pas de suivre les discussions du Palais Bourbon, non, son truc, c'est de grimper sur le Palais Bourbon. Simon Nogueira est un freerunner, son délire, c'est de courir sur les toits de Paris et ses vidéos sont vues par des millions de personnes parce qu'il a une caméra vissée sur son crâne, il les publie sur TikTok, c'est assez ouf. On regarde à quoi ça ressemble et puis ensuite, on sera avec lui sur le plateau de Pouce. Comment est-ce qu'on peut savoir si on contrôle quoi que ce soit? Si ça se trouve, on fait ce qu'on peut avec ce que la vie nous balance et ça s'arrête là. On fait que choisir sans arrêt entre deux options plus merdiques l'une que l'autre. D'abord, on me retirera pas de la tête que le boulot, c'est une habitude. T'as la preuve. Ils l'ont bien prise, eux. C'est comme si tu disais que la vérole est une habitude sous prétexte qu'il y en a qui l'attrapent. Non. Je te cause boulot, tu pourrais pour maladie, tu comprends? Par ça, c'est une bonne fois. Salut Simon Nogueira. Salut, salut. Je suis ravi de te recevoir sur le plateau de Click. Si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que depuis un an, tes vidéos cartonnent sur TikTok. Tu es l'un des Français les plus suivis de cette plateforme avec plus de 3 millions d'abonnés. Sur ton compte, tu partages ta passion depuis toujours, le freerun, que tu pratiques maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Alors on vient de voir quelques images, mais est-ce que tu pourrais nous définir avec tes mots ce qu'est le freerun? Oui, le freerun, c'est la liberté un peu avec le corps, c'est l'idée de bouger, de se mouvoir sur l'environnement. Et puis c'est se réapproprier ces gestuels. En fait, on a un petit peu oublié de faire plus que marcher et courir. On a un petit peu oublié d'utiliser les bras. De grimper. De grimper, exactement. Et c'est quelque chose qui est très propre au freerun. Voilà, c'est de se réapproprier toutes ces gestuels qui sont complètement humaines. C'est se réapproprier la ville aussi. Parce que si je me trompe pas, c'est pas des vidéos d'escalade classiques qu'on voit là, c'est toujours dans la ville. D'une certaine façon, oui, évidemment, la ville, c'est le décor, c'est le terrain de jeu sur lequel je découvre les compétences de mon corps, ou je les révèle du moins. Mais c'est à défaut, disons que la première vocation du freerun, c'est travailler sur mon propre corps. Et puis le décor, c'est l'outil, quoi, on va dire. C'est ce qui me permet de faire évoluer mon corps, quoi. Alors en France, on a tous en tête le film Yamakasi et le collectif Yamakasi quand on parle de freerun. Mais toi, tu me disais avant l'émission que tu n'avais pas découvert cette discipline avec les Yamakasi. Exactement, pas tout à fait. J'ai plutôt vu des vidéos sur Internet, des courtes vidéos à l'époque où Internet ressemblait à ce à quoi il ressemblait. Ah, ça c'est très drôle, parce que pour le coup, moi je les ai vues ces vidéos-là. C'est des vidéos qui cartonnaient à l'époque dans les débuts de YouTube, Dailymotion. Ça cartonnait les vidéos de freerun. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, ça devait parler aux gens. En même temps, c'est une pratique sans aucun matériel. On n'a pas besoin d'une planche, c'est pas du skate, c'est juste le corps. Donc peut-être que ça peut parler à tout le monde, parce que tout le monde a un corps, peut-être. Et puis c'est très spectaculaire, parce que c'est un mix à la fois l'escalade, l'acrobatie, certains types d'arts martiaux aussi. Oui, tout à fait. C'est juste la gestuelle du corps, et puis comment concevoir l'espace, comment ne pas être contraint dans l'espace qui nous entoure, mais plutôt utiliser l'espace. Oui, je conçois que c'est bien marché sur Internet parce que ça peut parler à pas mal de gens, en effet. Alors moi, je me suis plongé dans les tréfonds de Dailymotion et j'ai retrouvé une vidéo qu'on partageait à l'époque de mes années lycée, une vidéo du collectif Freerun. Regarde à quoi ça ressemble. C'est parti. Alors ça, c'est une vidéo qui pue la fin des années 2000, mais bon, qui est cool, ça nous rappelle des bons souvenirs. Toi, c'est en voyant une de ces vidéos que tu avais envie de te lancer. Exact. Mais comment on se lance dans le freerun? Parce que c'est pas juste monter sur un toit et advienne qui pourra. Non, tout à fait, ouais. On se lance dans l'idéal au sol, par terre, dans l'idéal encore mieux dans une salle, sur des matelas, et on découvre peu à peu les compétences, on essaye de pousser les limites. En fait, il vaut mieux pousser les limites
du corps dans un contexte sécurisé que d'aller pousser les limites de notre corps sur des toitures. C'est absurde de faire ça dans ce sens-là. Toi, en l'occurrence, c'était dans les rues de ta ville, Oui, une petite ville du 91. exactement. Moi, j'ai commencé tout à fait dans un petit village, 4500 habitants, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Et par contre, il y avait plein de barrières, de murets, de murs. Et pour moi, c'était riche en défis, riche en apprentissage, ouais, en volonté d'utiliser le décor pour développer mes skills. Moi, je me souviens qu'il y avait un mec au lycée qui faisait du freerun et tout le monde le prenait pour un ouf. Est-ce que toi aussi, on t'a pris pour un ouf? Oui, un ouf, tout à fait. Et comment tu l'as géré, ce regard des autres? Parce que les gens disaient, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? C'est super dangereux. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors après, c'est pas tant plus pour la vision du danger. Au tout début, c'était plutôt ce gars est un ouf réellement au premier sens du terme. Qu'est-ce qu'il fait à passer des barrières? Ça n'a aucun sens. Et en fait, comment je gère le regard des autres? À ce moment-là, moi je suis passionné par ce que je fais. Je le fais pas pour les autres, je le fais parce que ça me fait vibrer de me sentir franchir des choses, de me sentir évoluer avec mon corps. Donc peu importe le regard et les dires des autres, ce qui m'importe, c'est de me faire plaisir. Et puis ensuite, tu quittes ton petit village de l'Essonne pour t'installer à Paris, près de Oui. Place d'Italie, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Et là, tu découvres les toits de Paris. ouais. Et t'en tombes fou amoureux. Complètement, parce que le décor se prête tout à fait à l'idée de crapahuter, parce qu'il n'est pas du tout plat, il n'est pas linéaire, c'est pas des rues toutes droites, c'est protéiforme, ça va partout, donc c'est un terrain de jeu idéal, on va dire. Et oui, je me suis beaucoup pris d'affection pour les toits de Paris, et en arrivant à Paris, je suis arrivé vers Place d'Italie, tout à fait, et je crois que je suis monté sur toutes les grandes tours du rond-point de Place d'Italie. Bah ouais, parce que toi, quand tu vois une grande tour, ça t'excite tout de suite. T'as envie de grimper dessus. Tout à fait. Au début, c'était les grandes tours. Après, ça a été les toits haussmanniens, comme ceci. Et après, ça a Avec été cette les... toiture si particulière. Ah oui, tout à fait. Et après, ça a été les édifices, les églises, les choses en pierre. Pourquoi cet attrait d'ailleurs pour les monuments? En fait, au bout d'un certain temps, après avoir fréquenté les toits haussmanniens pendant facilement 4-5 ans, j'ai commencé à regarder les églises comme étant potentiellement accessibles. Et en fait, elles le sont pour moi, personnellement, elles ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et on ressent quoi en haut d'une église? Je sais pas, on a l'impression de marcher quelque part sur l'histoire, on a l'impression de toucher une parcelle et de voir des choses qui sont minutieuses de l'ordre des ornements qui sont magnifiques, quoi. C'est une ambiance, c'est quelque chose que j'adore vivre, voilà. Et puis en hauteur, t'es loin de la foule, loin du brouhaha, loin du Covid. C'est vrai, T'es tout seul. c'est vrai. Il y a une vraie sensation de liberté, exactement. Puis dû aussi au fait du silence, un peu là-haut, il y a beaucoup moins de bruit, personne qui passe, c'est très libre, ouais. C'est une ambiance très chouette sur les toits. D'ailleurs, tu me disais qu'à un moment donné, t'avais pas d'appart. Ouais. Et t'as passé beaucoup de temps sur les toits de Paris. C'est vrai. J'ai passé quelques temps à dormir même dans des machineries d'ascenseur, vraiment sur les toits de Paris, dans mon hamac. C'est des espaces dans lesquels il n'y a personne, il y a juste le bruit de la machinerie d'ascenseur quand l'ascenseur s'enclenche. Et il y a des prises de courant pour pouvoir bosser sur les montages avec mon petit ordinateur posé dans le hamac et une vue absolument unique à chaque bâtiment sur lesquels j'ai pu passer des nuits. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont moches vus du sol, et magnifiques vus d'en haut? Moche vue du sol, magnifique. Des quartiers. Oui, moche, je dirais pas ça parce que ça reste tout de même beau. Paris, j'en suis trop amoureux pour dire que quoi que ce soit peut être moche dans Paris. Quoi qu'il en soit, le fait de la voir d'au-dessus, ça change des perspectives, ça ouvre une vision différente sur la ville. Moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir ce regard un peu surplombant, d'avoir la conscience de savoir ce qu'il y a entre les rues. Alors, faut le dire, on ne l'a toujours pas dit, mais c'est pas tout à fait légal de marcher sur les toits de Paris. Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec la police? Alors, en tout cas, c'est suffisamment... c'est pas assez légal pour être répréhensible. C'est pas assez illégal pour être très simple. Excuse-moi. Ouais, tu joues un peu avec la légalité. Exactement, parce que c'est vrai que c'est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit d'escalader les façades ou d'arpenter les toits. En revanche, ce qui est écrit, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer avec effraction chez quelqu'un ou alors de dégrader les... Tu t'es jamais fait courser par la police sur les toits? Ah non, alors très Ah, rarement merde. sur les toits. La police monte pas sur les toits. Mais par contre, elle attend en bas.
Ah merde. Tu décides de courir assez vite avec une caméra vissée sur la tête et puis de partager ces vidéos. Et c'est un réel intérêt pour le spectateur d'avoir une caméra vissée sur ton crâne parce que du coup, tu vois ta pratique d'un point de vue subjectif. On a l'impression de vivre les choses à ta place, comme dans un jeu vidéo. Et quand tu te lances, donc tu as toujours partagé ça sur les réseaux sociaux, mais quand tu te lances sur TikTok en début d'année, bah, ça cartonne. Exactement. Comment tu l'expliques ? Encore une fois, je sais pas du tout. Moi, je partage ce qui me plaît avec la vision que je peux en avoir. Et c'est vrai que la première personne, ça doit être assez immersif. Ce rendu de vidéo où on a l'impression d'être celui qui court quand on voit le contenu, peut-être que ça doit avoir un attrait... Ah, c'est totalement hypnotisant, en tout cas pour ma part. Eh ben, excellent. Ça doit participer, à mon sens, à l'essor que ça peut avoir. Mais après, je ne sais pas expliquer comment ça se fait que ça parle tant. Alors, c'est une vidéo qui a été vue plus de 180 millions de fois. C'est assez énorme, vertigineux même, si tu veux. Comment tu le ressens ? Qu'est-ce que ça t'incite à faire, du coup ? À aller plus loin, à faire plus de choses, à peut-être te mettre plus de pression, plus en danger ? Pas du tout, d'autant que j'ai commencé à utiliser TikTok au début de l'année avec du contenu que j'avais déjà filmé. Tout ce que j'ai posté, cette vidéo qui a très bien marché sur TikTok, elle a été filmée... C'est quoi, on va la regarder. Ok. Donc... C'est court, intense. C'est hyper court. Mais ça, c'est le format de TikTok. Et donc, tu me disais, elle a été filmée 1 an avant, c'est ça ? C'est ça, ouais, un peu 1 an avant. D'ailleurs, toutes les premières vidéos que je postais sur TikTok étaient filmées bien avant. C'était à l'époque où je commençais à orienter la GoPro en verticale, de façon à filmer des stories, ou quand IGTV d'Instagram s'est un peu développé. Toutes ces vidéos-là, je les ai simplement transférées, je les ai postées un peu quotidiennement sur TikTok, alors qu'elles avaient déjà été filmées depuis très longtemps. Donc en somme, qu'est-ce que ça m'a motivé à faire l'essor de la vue sur les vidéos ? Absolument rien d'autre que continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire passer des journées à arpenter le décor, à y filmer ce que je peux y faire. Il n'y a pas de prise de danger à mon sens parce que je ne fais que ce que je maîtrise. Ouais. Et sur les toits, je limite même, je ne vais pas faire ma performance ultime à partir du moment où il y a du vide. Je vais revoir à la baisse, on va dire, mes compétences. Ouais, paradoxalement, tu es assez prudent. Quand on regarde ces vidéos, on a du mal à le comprendre, mais tu es prudent. Très vrai. D'ailleurs, je voulais qu'on vienne sur la question du danger, parce que sur toutes tes vidéos TikTok, il y a un bandeau affiché et qui explique que l'action de cette vidéo peut entraîner des blessures graves. C'est important de le rappeler, parce que TikTok, c'est un réseau énormément utilisé par les plus jeunes d'entre nous. Mais tu as conscience que ce genre de message n'empêche pas du tout à ces jeunes qui te regardent de se projeter, d'avoir envie de faire comme toi. La preuve, toi, c'est après avoir regardé des vidéos que tu as eu envie de te lancer. Exactement. C'est vrai que le bandeau d'en dessous qui mentionne l'idée que ce que les gens voient, c'est dangereux, j'en suis même pas responsable. C'est le réseau qui met ça en place pour... c'est pas moi qui ai écrit le petit bandeau en question. C'est le réseau qui met ça juste en dessous les vidéos. Après... moi, la responsabilité des jeunes, c'est surtout celle des parents ou de l'accès au réseau ou de l'accès au contenu comme ça. Après, moi, je ne fais que partager ma vision du monde qui me semble être jolie. Et je partage la beauté de ce que je peux voir sans vraiment me soucier d'une certaine façon de qui et quoi va pouvoir être inspiré ou voir, parce que je ne peux pas vraiment anticiper ça. Je me rends compte et ces partages sur les réseaux sociaux te permettre de vivre de ta passion aujourd'hui, de vivre du freerun, parce que c'est une sacrée exposition sur les réseaux sociaux. On l'a dit, sur TikTok, tu es suivi par plus de 3 millions de personnes. Concrètement, tu pourrais difficilement vivre de ta passion sans les réseaux. Et cette exposition, ça te permet aussi de collaborer avec des marques qui font appel à toi pour tes performances. En 2014, avec ton collectif, la French Freerun Family, Ubisoft, vous avez contacté à l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed et ça donne une vidéo, mais alors très cool, disponible sur YouTube.
Bon, alors, on sent que tu t'es éclaté à faire ce genre de vidéos. Les réseaux sociaux, ça t'éclate. Les collaborations avec les marques, ça t'éclate aussi. Mais on sent que tu n'as pas envie d'être influenceur toute ta vie. Simon Nogueira, c'est quoi tes rêves? Ah, c'est une très bonne question. Moi, je vis très proche du quotidien, très proche du présent dans l'idéal. Je le vis encore plus sur les toits, parce qu'il faut être concentré, il faut être l'esprit au même endroit que le corps, sinon la chute peut être mortelle. Et donc, dans mon quotidien, j'ai tendance à arpenter la vie de cette façon. Je vis au quotidien et j'essaye de faire tous les jours quelque chose, d'avancer sur un chemin qui me convient, qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Et à partir de là, j'ai confiance sur l'avenir. Mais j'anticipe pas, j'ai pas un rêve idéal dans 5 ans, je vais en arriver là, j'en sais strictement rien. Je sais juste que quotidiennement, je fais des petits pas dans un chemin qui me parle, quoi. Merci Simon, je Un te grand libère, plaisir. tu peux retourner sur les toits de Paris. Merci, On peut te avec suivre plaisir. sur YouTube, Facebook, Insta et bien évidemment TikTok. Tous tes comptes sont nommés par ton nom, Simon Nogueira, C'est ça. c'est plus simple. Pouce, c'est fini pour aujourd'hui, pouce en l'air comme d'habitude. Si vous avez aimé, on se retrouve en 2021. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt.